Salut à toutes et à tous, c'est Antoine le Rebelle Capitaliste. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire deux mea culpa suite à des vidéos que j'avais faites, notamment concernant Trump et Elon Musk et le rachat Twitter d'Elon Musk. Sur Trump, j'avais dit que Trump était fini et vous avez vu peut-être qu'en début de semaine, son candidat, le candidat qu'il soutenait dans l'Ohio pour la primaire des Républicains pour les midterms en novembre prochain, J.D. Vance a gagné très nettement sa primaire, alors qu'il partait de très loin, que c'était vraiment un gros outsider et que c'est un candidat quand même de droite populiste, assez affirmé, assez radical. Et donc Trump a soutenu ce candidat sur la fin, sur la dernière ligne droite au niveau des primaires de l'Ohio, et son candidat a gagné assez haut la main. Et a fait s'effondrer tous les candidats un petit peu plus conventionnels républicains, notamment un candidat qui était soutenu par Ted Cruz. Alors j'ai dit dans une vidéo il y a quelques semaines que Trump était fini et que je pensais que c'est Ted Cruz qui allait prendre le flambeau parce que Trump avait promis beaucoup et il avait promis de drain the swamp, c'est-à-dire de drainer le marigot, de curer le marécage de Washington, de réduire les déficits commerciaux aux États-Unis, réduire la place de l'État aux États-Unis, de relancer l'économie. Et c'est autant de promesses que finalement, quand on regarde vraiment clairement les choses en face, qu'il n'a pas résolu. Malheureusement, dès 2016-2017, il a souhaité finalement se repositionner sur une position plus modérée et composé avec les républicains conventionnels, notamment Mitch McConnell, mais pas que, pour trouver des majorités au Sénat et passer des réformes importantes. Alors il a réussi sur la réforme de la taxation, tax cuts. En 2017 et 2018, ça a été très long, ça a été très laborieux et il avait réussi à le faire. Mais voilà, c'était quand même beaucoup de concessions et d'énergie qui a été dépensée. En plus, il y avait l'affaire russe, qui était un hoax, qui était un mensonge. Mais bon, il a dû la subir et combattre. Et donc, tout ça a fait que finalement, il n'a pas maîtrisé l'endettement américain, il n'a pas maîtrisé le déficit commercial américain, il n'a pas drainé le marigot et il s'est fait tromper, il s'est fait défoncer en 2020 au niveau des élections. Bon, probablement que les élections étaient truquées, mais de toute façon, même si elles n'avaient pas été truquées, je pense qu'il aurait gagné dans un mouchoir de poche, une victoire quand même pas très décisive, alors que normalement, si on l'écoutait, il aurait dû gagner in an landslide, c'est-à-dire vraiment avec un écart très important contre Biden, ce qui n'a pas été le cas et ce qui n'aurait probablement pas été le cas même si il n'y avait pas eu tous ces dysfonctionnements au niveau du système électoral américain et des votes, voilà, des bulletins de vote. Alors j'ai dit donc que Trump était fini et je pense que finalement il ne l'est pas. Du fait de cette seule victoire, je pense, de J.D. Vance récemment dans l'Ohio. Les Américains sont toujours très favorables à Donald Trump au niveau du bloc républicain et populiste. Simplement, je vais ajouter une petite nuance. Je dirais que Trump 1 est en effet fini, et pour les raisons que je viens de dire, Trump 2016-2020 est fini, et finalement là nous avons un nouveau Trump face à nous, et je dirais que Trump 2, lui, va probablement gagner en 2024, et probablement aussi en 2022. Il gagnera peut-être en 2024 avec Ted Cruz en vice-président. On verra, c'est possible, hein. Je m'attends quand même à une vice-présidence latino et Ted Cruz ferait très bien l'affaire. Ça permettrait pour moi de montrer que j'avais pas eu totalement tort et je pense sincèrement que ça peut se faire. Et en 2024, il est fort probable que Trump soit confronté à Michelle Obama. Parce que vous savez de toute façon que Obama c'est celui qui dirige aujourd'hui aux États-Unis, hein, c'est pas Biden, c'est le boss, ça reste Obama, et je pense que sa femme a beaucoup de talent et Michelle Obama, il est possible qu'on la revoie en 2024, possiblement avec une vice-présidence notamment d'un Buttigieg qui s'est présenté aux primaires démocrates, qui avait fait un mauvais score, mais voilà, qui est un blanc homosexuel, qui est plutôt bien implanté. Voilà, je pense que Michelle Obama, Buttigieg en 2024, ça permettrait de faire un ticket démocrate, je pense, assez progressiste, on va dire, assez dans la mode, dans la vague, et contre un Trump version 2. Alors qu'est-ce que c'est un Trump version 2 ? C'est un Trump qui finalement, malheureusement pour nous les populistes, enfin les libéraux et les minarchistes, c'est un Trump, je pense, qui laisse tomber un peu le volet libéral du libéralisme économique et qui va vraiment se recentrer sur
comment dire, lutter, combattre contre les principaux excès des démocrates, qui sont finalement l'inflation, le délire au niveau des dépenses publiques, la fracturation de la société avec le racialisme, et toutes ces choses. Je pense que Trump va être sur une ligne populiste peut-être plus modérée qu'en 2016, et qui va essayer de faire la convergence de tous les mécontents contre l'establishment Biden, notamment. On voit déjà apparaître cette orientation de Trump 2, un Trump donc moins libéral, et qui va continuer donc à lutter contre l'establishment et les principaux travers dépensiers, principaux travers de la faiblesse, je dirais, générale des démocrates aujourd'hui, qui est devenu un parti des riches, finalement, un parti de l'establishment, un parti bourgeois. Je pense que Trump va se caler sur une ligne populaire, et donc on voit déjà cette orientation très forte, il me semble, apparaître notamment sur le fait que Trump, vous savez, continue ses meetings, hein. C'est d'ailleurs très impressionnant de voir qu'il est capable de tenir 2-3 heures de meeting comme ça, non-stop, à son âge. Franchement, je trouve qu'il a encore l'énergie pour aller jusqu'en 2024 et faire le job jusqu'en 2028. Donc ça aussi, mea culpa, je ne pensais pas qu'il avait l'énergie, enfin en tout cas, j'avais pas l'impression que c'était aussi important. On le voyait faire du golf, ce genre de trucs, bon, on s'en foutait, mais là, franchement, il fait des meetings qui sont très intéressants, qui durent assez longtemps et qui sont consistants, quoi, qui sont vraiment solides. Alors, donc dans ces meetings, ses principaux enfin ceux qui le critiquent évidemment, c'est l'establishment démocrate, Biden, Schumer, Pelosi, etc. Mais finalement, son ennemi principal prioritaire, sa cible prioritaire, c'est Mitch McConnell, c'est-à-dire le chef des Républicains, donc de ce propre parti, au Sénat actuellement. Mitch McConnell est un homme fourbe qui en effet a joué double jeu contre Trump, et Trump, sa grande erreur entre 2016 et 2020, c'est finalement d'avoir penser qu'on pouvait refaire le clivage démocrate-républicain, et qui pouvait être accepté en fait en tant que tel chez les républicains. En fait, les républicains, bon nombre, a joué double jeu, sont les Rhino, Republicans in name only. Vous avez Mitch McConnell, vous avez Romney, tous ces gens en fait, vous avez eu aussi McCain, tous ces gens ont finalement lutté plus contre Trump que contre les démocrates. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner a posteriori. Donc, vous avez aujourd'hui un Trump qui, je pense, a bien pris conscience du fait que le clivage aujourd'hui n'était plus entre démocrates et républicains, mais entre populistes et establishment. Voilà, entre populistes et bourgeois. Entre identitaires, nationalistes, participatifs. Hein, vous savez que, comment dire, une grande tête pensante de la droite américaine, Bannon, parle aujourd'hui de populisme participatif, c'est-à-dire un populisme modéré, qui intègre certaines avancées de gauche finalement, mais qui reste très ferme sur le patriotisme, et qui intègre donc une partie des latinos et voire des noirs américains. Eh bien, je pense que cette ligne défendue par Steve Bannon, le populisme participatif, ça va vraiment être la ligne de crête de Donald Trump jusqu'en 2024, et c'est ce qui l'amène, je pense, à lutter fortement contre Mitch McConnell. Il veut traiter les lâches et les traîtres de son propre camp avant de traiter ses ennemis chez les démocrates. Et donc, c'est très impressionnant de constater que dans ces meetings, il est beaucoup plus dur vis-à-vis des traîtres de son propre camp, notamment Mitch McConnell, que contre finalement les démocrates. Hein, parce que les démocrates, c'est facile d'être dur contre eux, ils font n'importe quoi, ils ont une inflation record, l'économie américaine va très mal, donc en plus il y a la guerre, on a eu le désastre de l'Afghanistan, aujourd'hui on a le désastre de l'Ukraine, ils n'ont rien vu venir, ils n'ont pas écouté leurs services secrets, qui pourtant eux étaient très bien informés, en Russie notamment. Et donc, les démocrates, c'est une cible facile. Et c'est une cible qui ne satisfait pas Trump. Je pense que Trump va mettre en ordre de marche son Sénat, son Congrès et sa Chambre des représentants avant les élections de 2024. Alors, vous avez des commentateurs comme Roger Stone, qui a accompagné Trump pendant très longtemps, qui a un plan, hein, il parle le plan Roger Stone pour en fait finalement regagner la Chambre des représentants en 2022 avec une bonne proportion de Trumpistes radicaux au niveau des républicains, et cette proportion de Trumpistes radicaux américains, républicains américains,
aurait tendance à finalement à peser fortement sur le Congrès américain pour amener Trump au poste de speaker, donc troisième personnage de l'État américain dès 2022, donc suite aux midterms et à la victoire probable des républicains. Et alors bon, le plan Roger Stone prévoit, c'est assez amusant, voilà que les démocrates jettent l'éponge avec Biden en se disant bon, que ce gars n'est plus du tout en état de diriger le pays, qu'on ait recours au 25e amendement américain pour destituer Biden pour raisons de santé, etc. Qu'on mette Kamala Harris à la place. Et dans ce cas-là, finalement, bon, on pourrait avoir un Trump deuxième représentant de l'État, deuxième membre, comment dire, deuxième tête de l'État américain. Bon, ça me semble un peu osé quand même, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, je pense que Trump, de ce plan, a retenu une chose, c'est-à-dire qu'il faut en effet qu'il radicalise et qu'il rende plus Trump compatible son propre camp, ses républicains, parce qu'il y a trop de traîtres chez lui, et donc je pense que pour lui c'est très important de gagner ses primaires, quasiment aussi important que gagner les midterms fin 2022. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se jouent, et la victoire de Vance est très importante à ce titre. Donc Trump n'est pas fini, Trump va radicaliser son camp, il va amener beaucoup de partisans du MAGA, Make America Great Again, au Congrès à fin 2022. Je pense qu'il va aussi peser pour qu'il y ait un speaker républicain qui soit trumpiste à fond en 2022. Et donc, pour ce faire, évidemment, il faut que Mitch McConnell soit mis en difficulté, qu'il soit affaibli, qu'il soit mis en minorité au sein même de la Chambre des représentants américaine. Ce mouvement de radicalisation avait déjà commencé entre 2016 et 2020. On avait eu quand même un parti républicain qui s'était trumpisé très rapidement, et je pense que ça va continuer. Voilà, donc Trump 1 est fini, en effet c'est terminé, il n'aura pas réussi, mais Trump 2 est là, et plus que là, et je pense que franchement un ticket Trump Ted Cruz, si Ted Cruz arrête de faire des conneries, à soutenir des candidats stupides, et si il diminue un petit peu son orgueil, je pense que ça peut faire un très beau ticket en 2024, et ça peut gagner, voilà. On aurait de ce fait, finalement, une reproduction du schéma romantique, vous savez, avec les frères Gracq, qui avaient voulu mener une sorte de révolution populiste sous la romantique. Le premier frère avait échoué, le deuxième avait pris le pouvoir, et il avait quand même fait avancer un petit peu les choses. Voilà, donc on pourrait avoir un Trump 1 et un Trump 2, pas des frères Trump, ce serait la même personne, mais avec le même mouvement, c'est-à-dire un Trump 1 qui échoue, trahison, reprise en main des élites, et puis Trump 2 qui finit le job. Voilà, je l'espère en tout cas. Sur Elon Musk, le rachat de Twitter, eh bien, je vous avais dit que je ne croyais pas à un rachat de Twitter par Elon Musk. Je pensais que c'était une opération boursière assez bien inspirée, parce qu'il me semblait que faire cet achat de Twitter, c'était un gros poisson, un trop gros morceau, disons, pour Elon Musk, par rapport, même si c'est l'un des hommes les plus riches au monde quand même. Twitter, c'est un gros morceau, une grosse capitalisation. Eh bien, finalement, il s'est passé quand même ce que je pensais, au sens où il a dû vendre pas mal d'actions Tesla pour acheter Twitter, donc ça fait baisser le cours de Tesla. Voilà, c'était la raison pour laquelle je pensais que Elon Musk était juste là pour faire un petit peu le hype sur Twitter, et donc voilà, gonfler un petit peu son action Twitter, faire une bonne opération boursière et se retirer. Finalement non, et je m'en réjouis, parce que je me réjouis de m'être trompé, parce que je trouve que c'est une très bonne chose que Elon Musk reprenne en main Twitter pour la liberté d'expression, mais ce serait une mauvaise affaire pour lui, de toute façon, parce que je doute qu'il y ait beaucoup de valeur à ajouter encore à Twitter. Et bien aussi, comment dire, je maintiens le fait que Tesla sera la victime de cet achat de Twitter par Elon Musk. Tesla reste une entreprise aux fondamentaux assez fragiles, avec peu de ventes de véhicules. Je pense que les disruptions sur les matières premières vont leur faire du mal, et surtout, voilà, c'est un cours quand même extravagant par rapport à leurs résultats, hein. Disons que si le cours était 5-6 fois moins important, je n'aurais pas ce discours, mais voilà, actuellement le cours est encore très important, et donc je maintiens ce que je dis, et je maintiens le fait que avoir acheté Twitter a nécessité de vendre des actions Tesla, et donc ça affaiblit le cours, et je pense que les shorts sur Tesla sont en train de se positionner, et je pense que moi aussi je vais probablement me positionner pour voir si Tesla peut tenir le choc, ce dont je doute, en tout cas à moyen terme, d'autant plus que vous l'avez vu, comme je vous disais sur
le dernier podcast actu que j'ai réalisé, vous avez eu quand même une sévère baisse, une sévère correction au niveau des bourses américaines et occidentales cette semaine. Je pense que ça a de grandes chances que ça se stagne, que la poussière retombe un petit peu en début de semaine prochaine, mais que ensuite on ait encore un mouvement baissier assez prononcé, assez fort et assez durable. Voilà. Donc, mea culpa sur Trump et Elon Musk avec Twitter. Je me réjouis que Trump soit toujours dans le jeu et je me réjouis que Elon Musk travaille pour la liberté d'expression aux États-Unis. C'est un vrai libéral et même si il est un peu tricky et je pense que il l'a mis bien profond à certains qui ont cru au Bitcoin. Je pense que voilà, Elon a fait quand même quelques trifouillages sur l'action Tesla puis sur Bitcoin. Qui ont pénalisé certains gens, certaines personnes, et pas forcément les personnes les plus riches. Vous savez que les personnes qui détiennent le Bitcoin, il y a une forte proportion de Nord-Américains, vous avez une forte proportion de jeunes aussi, et donc c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui, je l'espère, ne vont pas persévérer dans cette foi, dans cette croyance qu'avec le Bitcoin, ils peuvent ne pas travailler, ils peuvent quitter leur boulot, ils peuvent devenir riches rapidement et facilement. Non, ça n'arrivera pas, et ce sera même le contraire qui arrivera. Je maintiens le fait que je suis short sur le Bitcoin, il est passé sous 36 000 et il sera, je pense, entre 10 et 20 000 d'ici la fin de l'année. On en reparlera. Et voilà, j'espère que pour le coup, je n'aurai pas à faire de mea culpa. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.